Le mensonge, c'est mal. Non, mais attends, j'ai pas fini. Ce que je voulais dire, c'est que le monde dans lequel nous vivons condamne fermement le mensonge. C'est vu comme un péché par beaucoup de religions, par exemple. Alors expliquez-moi pourquoi est-ce que tout le monde ment? Varoum. En général, ceux qui disent qu'ils ne mentent pas sont ceux qui mentent le plus. Mais du coup, pourquoi est-ce qu'on ment? Pour se donner un style? Vraiment? Personnellement, ça m'est déjà arrivé de mentir dans des situations où ça m'aurait servi à rien, genre un repas de famille. D'ailleurs, le saviez-vous, en pédopsychiatrie, le mensonge est considéré comme la première instance de désinnocence chez un enfant. Qui veut dire que si ton gosse dit qu'il a pas fait pipi au lit alors qu'en fait c'est les sues du Niagara dans sa couche, va falloir l'abandonner sur les bois du Gévaudan, hein, sinon tu vas te retrouver avec un mytho à quatre pattes. Hein. Parlons-en des mythomanes. Aujourd'hui, je vais vous parler de ceux qui sont les plus gros dans l'histoire. Stop. Je tiens à signaler que les personnes qui seront traitées ici ne sont pas des monstres. Ce sont des êtres humains, et c'est pour cela qu'ils ont commis des choses horribles. Ça promet de parler de bisounours, je sais. Par conséquent, ils ne seront pas moqués, contrairement à ce que j'ai pu faire dans d'autres formats. Ici, on va vraiment essayer de les respecter. Parce que sincèrement, je pense que ça pourrait être n'importe quel d'entre vous. Et nous allons commencer par le plus célèbre de France, Jean-Claude Roman. Si vous êtes français ou suisse, c'est très probable que vous ayez déjà entendu parler de cette histoire, vu la médiatisation qu'elle a eue. En revanche, si vous êtes belge ou québécois, vous avez peut-être pas forcément entendu parler de cette histoire qui a fait le tour du pays. Je vais donc vous la raconter. Jean-Claude Roman est né dans le Jura le 11 février 1954. Fils unique, il passe une enfance assez solitaire, mais baigné par l'amour de ses deux parents, Aimé Roman et Anne-Marie. Cette dernière étant cardiaque, son père lui racontait que sa maman partait souvent en voyage, alors qu'en réalité, elle était à l'hôpital. C'est à partir de ce moment-là que le mensonge s'initie dans la psyché du petit Jean-Claude. Je pense qu'après avoir su que sa mère pouvait faire un arrêt cardiaque à tout moment, et donc mourir à tout moment, il s'est dit qu'il ferait tout pour ses parents. Alors il montre ses capacités à l'école, c'est un surdoué et il est même premier de la classe. Mais c'est pas un frimeur, ni un mec qui se la pète. Par contre, il se fait galvaniser par ses vieux, et c'est ça qui le rend petit à petit un but de sa personne. En parallèle, il tombe amoureux de sa cousine éloignée, Florence Crowley. Alors non, je suis désolé, ce n'est pas de l'inceste. Ça s'appelle un manga. Ça peut paraître anodin, mais voir l'amour comme quelque chose d'aussi simple, les deux se mettent rapidement en couple, renforce son assurance. Il décide alors de s'orienter en médecine, sans doute pour arriver à soigner inconsciemment sa propre mère. C'est une raison qui arrive très souvent chez les médecins d'ailleurs, ou toute personne du personnel médical. J'ai une mère infirmière, je sais de quoi je parle. Jean-Claude obtient en 1971 son bac avec 17 en philo quand même, et est accepté tout d'abord chez Mathsup. Mais suite à des mauvaises notes, il décide de se réorienter. Il entre alors en études de médecine à Lyon. D'ailleurs, Florence entrait en ces mêmes moments en pharmacie, dans la même école que lui. Je précise ça car c'est important. Puis vers les partiels de la deuxième année. Le jour des partiels, il se réveille trop tard. Quelques minutes seulement. Et là, son cerveau bug. Jean-Claude se dit « Mon Dieu, jamais je ne suis arrivé en retard à un seul concours dans ma vie. » Et il a méga peur des représailles pour lui, pour sa mère, etc., etc. Alors il décide de ne pas y aller. Oui, tout à fait. Mais heureusement, il y a le rattrapage. Jean-Claude ne s'y rend pas. Il ne remettra plus jamais les pieds dans cette école de médecine. Enfin si, pour se présenter à la sortie des examens, pour faire croire à tout son entourage qu'en réalité, il était toujours en cours. Mais vous vous rappelez de ce que j'ai dit, sa copine et ses amis sont dans la même fac, donc elle l'aurait cramé direct. Eh ben, Jean-Claude invente une excuse de fou, un cancer. À partir de ce moment-là, il pouvait tout justifier, surtout ses absences en cours. Sauf que ça suffisait pas pour lui. Alors Roman va utiliser son cancer à des fins purement manipulatrices, soudoyant des sous à ses amis, Florence, qui deviendra son épouse, ainsi que les époux Aimé Roman et Anne-Marie Roman, qu'il ruine totalement. Il fera croire à ses proches qu'il a ainsi obtenu tous ses diplômes et qu'il a terminé ses études. Vous allez me dire, Jean-Claude, s'il n'a pas de diplôme pour être médecin, s'il n'a pas de qualification pour être médecin, alors il n'est pas médecin. Eh bien non, mais il va faire croire cela à tous ses proches. Tout d'abord, il passe ses journées à l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, où il y fait croire qu'il y travaille d'ailleurs, ainsi qu'à l'INSERM, où il y fait croire qu'il y travaille aussi, à écouter des conférences sur la médecine dans le monde, et hop, le voilà pointé sur tous les sujets de médecine. Et quand il n'y avait pas de conférences, il pouvait passer ses journées entières dans une voiture, sur une autoroute, à relire des revues scientifiques. Et quand il part au Mexique ou au Japon pour des soi-disant rendez-vous avec des personnalités du monde de la médecine, eh bien il passe des vacances à Genève, où il dort dans des hôtels. Quoi? Qu'ouis-je? Qu'entends-je? Bon, je peux pas entendre avec un casque, mais bref, il fait le jeu. Et comment il fait pour les impôts? Eh ben alors vous allez me croire ou pas, sur les impôts, étant donné qu'il s'est réinscrit plusieurs fois en fac, il fait croire qu'il est étudiant. À 29 ans.
Quoi? Pourquoi tu me regardes comme ça? Je sais que tu pointes ta carte jeune quand tu vas au cinéma. Arrête de mentir. Le pire, c'est que personne ne le crame et ça marche de fou. Je vous rappelle que c'est un type très modeste, il n'étale pas ce qu'il est, il reste très simple. On estime d'ailleurs qu'il aurait volé plus de 3 millions de francs à ses proches, c'est-à-dire 456 000 euros. Puis en 1980, il se marie enfin avec Florence. De leur union naîtront Caroline et Antoine, deux enfants absolument adorables. Mais son beau-père a des suspicions sur Roman. Il lui réclame une certaine somme, qui, l'intéressait, a emprunté de manière très intéressée. Bien évidemment, il ne possède pas cet argent, hein, il dépense tout dans sa femme et ses gosses. Du coup, est-ce qu'il l'a remboursé? J'ai pas l'argent. Comment? Tu n'as pas l'argent? Pourquoi tu l'as joué? Tu l'as joué? Qu'est-ce que tu m'embrouilles là? Où es-tu? Je te vois pas. Jean-Marc! En 1985, Pierre Crollet, le père de Florence, meurt mystérieusement. La seule personne qui était avec lui à ce moment-là, c'était Roman. Faute de preuves, aucune accusation ne verra le jour, que ce soit avant ou après la mort de ce dernier. C'est à partir de ce moment-là que Roman commence une relation avec une autre femme du nom de Chantal, vivant à Paris, qui deviendra sa maîtresse. Évidemment, Florence n'est pas au courant, et je rappelle qu'il ne roule pas sur l'or. Sauf qu'au début des années 90, Chantal lui réclame l'argent que Roman lui a emprunté, qu'il était censé fructifier en Suisse. Bien évidemment, Jean-Claude a absolument tout dépensé. Hein. Alors il essaie de gagner du temps. Sauf qu'il se rendra rapidement compte que tout son système économique est une gigantesque cavalerie. C'est pas une insulte. Une cavalerie, c'est quand tous vos emprunts servent à rembourser les autres, etc., etc. Autrement dit, il a pas un rond. Mais le moment où Roman craque, c'est celui-ci. Pourquoi t'es pas dans l'annuaire de l'OMS? Quel annuaire? Je sais pas, Ibra, qu'il y a un annuaire où tu figures pas. Arrête de boire comme ça. Il y a un arbre de Noël pour les enfants à l'OMS, on n'y est jamais allé. Tu nous fais vivre comme des sauvages. Il y a quelque chose, hein? Pourquoi tu y es pas? Si on t'a renvoyé, dis-le. Pourquoi m'aurait renvoyé? Roman est presque foutu. Il pourrait mentir, hein, et faire croire qu'il s'est fait renvoyer de son lieu de travail, ou je ne sais pas, trouver un vrai travail. Mais il faut se rendre à l'évidence. Roman est un mythomane pathologique et un narcissique. Son idéal de vie est remis globalement en question par son karma. Le rêve de sa vie va prendre fin, et le cauchemar va débuter. Le 9 janvier 1993, Roman appelle Chantal et lui propose de tout rembourser. Et en plus de ça, il lui donne rendez-vous le 10 janvier avec une de ses connaissances, Bernard Kouchner, qui était ministre de la Santé. Il va jouer sur la corde sensible de Chantal, l'un de ses enfants étant handicapé. Le soir même, il rentre chez lui. Florence, ivre et déprimée, cherche toujours à connaître la vérité sur son mari. Ce dernier la prend alors dans ses bras et la ramène alors dans son lit. Bonjour Emeline. Elle dort encore là. Vous voulez que je la réveille? Faites pas de bruit, maman dort. Tu peux mettre une cassette. Jacinthe blanche, plus belle encore que la bleue. C'est toi qui es chaude. L'accueilli. Tu as de la fièvre. Elle vit tout Viens, on va voir. Jacinthe bleue. Allonge-toi sur le ventre. Tiens, tu sais, hein? Vincent, on monte, je vais prendre ta température. Roman tue tous ses proches, et malgré son acte, il reste froid et implacable. C'est alors qu'il songe à ses parents, ceux qui lui ont tout donné, ceux à qui Jean-Claude a dédié une partie de sa vie.
Roman les appelle, il est invité à dîner. Qu'est-ce qu'elle a, cette bouche d'aération? Ils auraient dû venir aujourd'hui, ils étaient bloqués à cause de la neige. Pourquoi tu me fais monter cet escalier? J'ai essayé encore ce matin. De toute façon, il faut bien venir quelqu'un. On va regarder la grille. T'es têtu, hein? Puisque je te dis que ça marche pas. Tu me fais baisser. C'est la pièce qu'il faut changer. Il est de lundi. Et qu'est-ce que t'as, mon chien? Qu'est-ce que tu fais là? Vous avez changé les photos? Quelle photo? On n'a rien changé. Jean-Marc, qu'est-ce qui t'arrive? Jean-Claude Roman n'a plus de famille. Face au vide qui se trouve devant eux, c'est à ce moment-là qu'il rejoint Chantal. Roman arrête sa voiture dans une route isolée du centre de la France. Il fait croire qu'il a un cadeau pour elle. Et là, Roman l'attaque avec du gaz lacrymogène, une matraque électrique avant de l'étrangler. Puis Chantal se met à crier. Et tout d'un coup, Jean-Claude s'arrête. Comme si toute sa folie, tout son mécanisme avait pris fin en un instant. Et en une seule phrase. Il va raccompagner Chantal chez elle. La dernière restera très traumatisée. Dos au mur, Jean-Claude n'a plus que deux solutions. Soit il se rend à la police, soit il se suicide. Mais Roman a un tout autre plan. Il veut survivre. Alors il met en scène sa propre mort. Il récupère des bidons d'essence et attend 4 heures du matin pour brûler sa propre maison. Pourquoi 4 heures du matin alors qu'il aurait pu faire ça à un autre moment? Eh bien parce que c'est l'heure à laquelle arrivent les éboueurs et peuvent donc alerter la police. Roman se réveille quelques jours plus tard, maintenu dans un coma artificiel. Alors que des policiers l'interrogent, il répond alors qu'un homme en noir est arrivé et a tué toute sa famille. Et il fait aussi semblant d'apprendre la mort de ses parents. Sauf que des enquêteurs sont aussi allés sur place et ils ont découvert que Roman a mis des vêtements sous la porte de chez lui, comme pour empêcher la propagation de la fumée, et ainsi éviter de mourir. Ça plus le fait qu'il s'est bourré au somnifère. Oups. Alors il avouera tout, ses mensonges, ses faux diplômes et son compte en banque vide. Son entourage est sur le cul, sa famille et sa belle famille, tout le monde. 3 ans plus tard, Jean-Claude Roman est condamné à la perpétuité, assorti d'une peine de sûreté de 22 ans. Qu'il a obtenu. Aujourd'hui, Jean-Claude Roman, âgé de 65 ans, est libre. Enfin, libre c'est un bien grand mot. Il a un bracelet électronique et ne doit surtout pas faire d'interview, ne pas revenir sur les lieux de son crime et surtout interdiction de revoir sa belle famille. En même temps, je pense que c'est plus la belle famille qui a envie de le trucider. La question que vous vous posez certainement après toute cette vidéo, est-ce que Jean-Claude Roman, en 20 ans de travail sur soi-même et 20 ans de prison, a changé de mentalité? Moi, ma question sera légèrement différente. Et si Jean-Claude, en 1972, était venu et s'était présenté au partiel de médecine et serait devenu un vrai médecin, aurait-il été plus Jean-Claude que Roman? Malheureusement, toutes les réponses à ces questions sont entre ses mains.